La pharmacie centrale, par exemple, de Misrata a été bombardée dès les premiers jours. Donc il y avait des besoins d'abord en approvisionnement médical. Ensuite, il fallait vite s'organiser pour aider aussi les médecins libyens qui, eux, travaillaient 24/7. Fin avril, une équipe MSF décide de venir en appui à 2 hôpitaux de Misrata débordés par les blessés. Les médecins arrivent en bateau depuis Malte et malgré les risques sécuritaires, ils prennent en charge les urgences chirurgicales et médicales, la traumatologie et la chirurgie de reprise sur les anciens blessés. Aujourd'hui, les rebelles contrôlent l'essentiel de la ville, mais les attaques continuent. Près du front, à plusieurs dizaines de kilomètres de Misrata, des postes médicaux avancés stabilisent les blessés avant de les transférer vers les hôpitaux. Retirer maladie, ça, c'est l'hygiène propre. Si nous ne pas faire l'hygiène propre, choléra spectacle manger nous. Haïti, novembre 2010. Les malades du choléra affluent par centaines dans les centres de traitement. Après plusieurs mois d'urgence, l'épidémie régresse, les malades sont moins nombreux. Ce n'est qu'une accalmie. Début mai, le nombre de cas recommence à augmenter à Port-au-Prince. Si on prend la semaine dernière, lundi, mardi, mercredi, tout début juin, sur 3 jours, on a eu 1800 cas de choléra rien que sur les structures MSF dans Port-au-Prince. Donc c'est quand même beaucoup, avec une capacité de lit de 800 lits, donc on n'a pas pu absorber tout ça. À la mi-juin, seul Port-au-Prince inquiète les équipes médicales qui augmentent leur capacité d'accueil dans la ville. La situation est calme dans le reste du pays, mais elle peut dégénérer très rapidement. Les médecins se souviennent de l'apparition des premiers cas il y a 8 mois. Le vibrion colérique s'était propagé dans le pays en quelques jours. Des centaines de milliers de personnes ont perdu leur maison lors du tsunami. D'abord abritées dans des centres d'évacuation surpeuplés, elles sont aujourd'hui progressivement relogées dans des hébergements temporaires. Les familles ont ainsi plus d'intimité, mais elles se sentent aussi plus isolées. À Minami Sanriku, toute la ville est détruite. Il n'y a plus de perspective économique. C'est un vrai problème pour les gens. Pensez à ce que le futur leur réserve, à comment ils vont gagner leur argent. Les parents s'inquiètent pour leurs enfants. Les enfants sont retournés à l'école, mais les familles se demandent comment ils gèrent la catastrophe. Comment cela va les affecter à long terme? Est-ce qu'ils continuent à jouer? Pour les survivants du tsunami, l'avenir est peut-être encore plus inquiétant que la catastrophe en elle-même. Les soins psychologiques sont donc la priorité de Médecins sans frontières, qui intervient dans 2 préfectures du Nord-Est. L'objectif est chiffré. D'après les Nations Unies, il faut mettre 15 millions de personnes sous traitement d'ici à 2015. Les chefs d'État présents à l'Assemblée générale de l'ONU en juin à New York se sont fixé ce but. Ils ne pourront pas l'atteindre sans un engagement financier, un engagement difficile à obtenir. De nos jours, certains des pays les plus durement touchés par l'épidémie de VIH voudraient offrir plus de médicaments à une plus large population. Et malheureusement, ils ne peuvent pas le faire à cause du manque de financement international. On est à mi-chemin et je ne comprends pas pourquoi, soudainement, il n'y a plus d'engagement politique. Pourtant, les résultats sont encourageants. Des études récentes montrent que la mise sous traitement réduit de plus de 90% le risque de transmission du virus. La généralisation des traitements pourrait donc signifier la fin de l'épidémie, mais sans argent, sans innovation scientifique et donc sans soutien politique, ces objectifs seront impossibles à atteindre. Je vais donc maintenant mettre aux voix la motion de rejet préalable. Qui est pour? Qui est contre? La motion de rejet préalable n'est pas adoptée.
Jusqu'à cette année, les étrangers qui vivaient en France pouvaient bénéficier d'une carte de séjour temporaire pour soins quand ils étaient atteints d'une maladie grave. La condition qu'ils ne puissent pas bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays. Mais la nouvelle loi va changer la donne. Jusqu'à présent, il fallait que le malade puisse avoir accès au traitement dans son pays d'origine. Avec la nouvelle loi, il va suffire que le traitement soit présent dans le pays. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'inégalités dans le pays, d'inégalités de distribution, des inégalités d'accès. Et en fait, ce n'est pas parce que le traitement est présent dans le pays que la personne va pouvoir avoir accès au traitement. Donc concrètement, on réduit l'accès au traitement pour les patients malades. Les étrangers malades représentent moins de 1% des étrangers vivant en France. Cette loi les poussera à vivre dans la clandestinité, avec comme conséquence une rupture des soins et au final un risque en termes de santé publique accru.